Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 16e épisode de Podcaf. Podcaf qui est une émission où à la base on parlait d'une œuvre principale et on débattait autour. Et ça a un peu dérivé mais du coup c'est pas mal, on s'entend bien, c'est cool. Vous pouvez nous suivre sur plusieurs plateformes, YouTube, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Castbox. Et puis on est évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Aujourd'hui, je suis accompagné de Léo. Salut. À peu près comme à chaque fois. Je crois que t'en as loupé qu'un seul ou deux des épisodes. Ouais, toi. c'est ça. Ouais. Et puis on est avec Mathéo, qu'on avait déjà vu 2 fois. Salut à toi. Et bonjour. Et pour aujourd'hui, on va parler paranormal et un peu surnaturel. Donc ça va être sympa. Et puis on a une petite proposition pour changer d'habitude où on va vous raconter des histoires. Du coup voilà, ça va être plutôt chouette. Et on va commencer avec des petites recos. Qu'est-ce que vous avez découvert ces derniers temps ? Alors, moi je commence. J'ai le micro, on va en profiter. Vas-y. C'était mon anniversaire il y a pas longtemps et j'ai eu un petit cadeau très chouette de la part d'un pote. J'ai eu déjà un Opinel de ta part, ça c'est Marocco. Non, j'ai eu un jeu de société qui s'appelle Aïe 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 Burritos. Je l'ai ramené spécialement pour qu'on essaye d'y jouer après. Ah ouais. Ouais. Okay. En fait, on a lu les règles hier et c'était très très cool. C'est un jeu qui reprend un peu l'idée du Jungle Speed où tu as des cartes et quand certaines cartes apparaissent, il faut se munir d'un totem. Et là, en l'occurrence, le totem, c'est des burritos en mousse. Et le but, quand tu as des cartes bataille, c'est de se lancer le burritos en pleine gueule le plus rapidement possible pour gagner des points. C'est trop drôle. C'est super drôle. Il fait mal le burritos ou pas ? Non, pas tant. Ah, c'est Non. pas drôle. Après tu peux le lancer de manière à ce que ça fasse mal si tu veux. Mais non, c'est chouette. Et du coup c'est vraiment un jeu où il faut être hyper concentré et moi j'ai beaucoup de mal à être rapide. Et si t'es pas rapide, en fait tu peux pas renouveler tes cartes correctement et tu peux pas te permettre de faire des triples ou des doubles assez facilement et donc gagner des points. Oh, ok, d'accord. Voilà. Et mettez un casque, évidemment. Ouais, il vaut mieux là. Ok, je pense d'ailleurs qu'on fera un épisode sur les jeux de société, un de ces 4. Avec plaisir. Parce qu'on est tous plus ou moins Ouais. là-dessus, donc... Même je suis en train de penser, il y a Petit Meurtre et Fait divers qui pourrait carrément s'enregistrer en tant que podcast. Ah ouais. Ah ouais, tellement. On expliquera le concept du jeu ouais, la prochaine fois. Mais ouais, carrément. Ok. Et toi, Mathéo, t'avais des recos ? Eh ben c'est rigolo parce que Léo parlait d'Opinel. Moi je vais parler d'une série qui a été tournée en Savoie que j'ai regardée cette semaine, qui s'appelle Anthracite, le culte de la secte des écrins ou la secte des écrins. Donc c'est un peu en rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui. Y a un fond un peu sectaire, des disparitions, des choses un peu occultes, on comprend pas. En fait, tout le long de la série, on comprend pas trop. C'est pas vraiment clair, quoi. L'ambiance est top, les personnages sont bien écrits. On est bien plongé dedans, ça se regarde en une bonne après-midi. Ouais, j'ai trouvé que c'était un thriller sympa, un peu familial, un peu... Ouais. Voilà, ça peut se regarder en famille facilement. Familial, pas avec des enfants trop jeunes, bien sûr. Oui, pas avec des enfants trop jeunes, parce qu'il y a quand même des sujets hard. Qui sont abordés la dedans. consanguinité, par exemple. Oui, voilà. Le consentement, tout ça. Ouais. Ok, d'accord. Chouette série, on vous la conseille. Et de mon côté, j'avais dit tout à l'heure, j'ai oublié. Si c'est... alors j'ai plus le nom complet, mais c'est Machin d'Ochi. C'est un film du studio... Le quoi ? Le voyage d'Ochi. Non, je crois pas que c'est le voyage d'Ochi. Enfin, je sais plus. Et c'est un petit film des studios A24. Et je m'attendais à un truc un peu enfantin parce que sur la fiche du film, tu vois une gamine avec un petit être un peu fantastique. Et je m'attendais à quelque chose, une histoire, une petite aventure avec une gamine et un petit monstre. Et en fait, la petite aventure, elle est un peu plus mature que ça. Donc j'étais agréablement surpris là-dessus. Et puis il y a des sujets qui sont intéressants. Il y a un personnage d'une maman qui est complètement à l'ouest, mais qui est trop bien. Les monstres, ils sont... Je sais pas comment ils les ont faits.
Et j'ai l'impression qu'il y a eu des... Non, c'est pas de l'animatronique, mais des pantins, des marionnettes. Parce que des fois, t'as pas l'impression que c'est que de la CGI. T'as l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait en réel. Et du coup, ça rend parfois un peu creepy. Et parfois, c'est vraiment trop cool parce que t'as l'impression vraiment d'avoir quelque chose tout le temps. Et du coup, voilà. Donc, l'histoire, pour la faire courte, c'est sur une île, il me semble, où il y a des monstres qui vivent sur cette île-là, un genre de singe un peu chelou, un mélange de singe-ours, voilà. Et ils sont détestés par la communauté qui vit sur l'île parce que ils défoncent les pâturages ou les bestioles qui font en élevage. Et donc il y a un daron qui s'est mis dans la tête de les chasser avec une escouade de jeunes. Donc ce sont des enfants qui prennent des carabines et qui vont aller défoncer du monstre dans la forêt. Donc c'est hyper bizarre au début du film. Et après tu comprends au fur et à mesure que c'est une histoire qui est un peu plus complexe que juste ça. Et donc cet homme-là a une fille et la fille rencontre par hasard un petit Tochi. Et du coup voilà, il arrive plein de choses, dont une morsure de cette petite bestiole-là, qui va rendre la gamine un peu spéciale vis-à-vis des autres, et du coup voilà. Mais franchement, ça se regarde bien. C'est un peu bizarre au début parce que c'est Studio A24, ils ont leur petit côté indépendant qui font que des fois t'as l'impression d'être tombé sur un film un peu chelou. Mais franchement, c'est à voir jusqu'à la fin parce que ça vaut le coup. Je vous propose de passer au sujet principal du jour, donc le paranormal. On va commencer par raconter un peu ce que c'est, et après on vous fera nos petites histoires. Donc le paranormal, vous les gars, ça vous évoque quoi ? Alors moi je suis quelqu'un d'assez terre à terre, je suis quand même très sceptique face au paranormal. Je reste ouvert à toute histoire qu'on peut me raconter, hein, mais j'essaie de toujours bien démêler le vrai du faux quand j'entends des choses de ce goût-là. Ok. Ouais, moi aussi je suis très fermé, puisque j'ai jamais eu un truc qui m'a convaincu par rapport à ça. Après, il y a certaines choses que j'arrive à concevoir, même s'il n'y a pas d'explication, comme les gens qui retirent le feu ou les sourciers, malgré le fait que ce soit basé surtout sur du hasard, je crois, et sur le placebo de la croyance qu'on peut avoir. Quand on sait qu'on fait quelque chose pour nous aider, je pense que le cerveau est très très fort pour le faire de lui-même. Il y a l'effet placebo qui marche très bien, ouais, où tu as l'impression de prendre un médicament et tu guéris tout seul finalement. Ouais, donc j'ai beaucoup de mal à croire au paranormal. Après, on a toujours... moi, je l'ai surtout côtoyé dans les films, c'est tout, quoi. On m'a jamais raconté d'histoire proche, à part celle dont je vais vous raconter, et puis tout cet univers-là que je connais au niveau des légendes et tout, mais c'est plus un folklore, je vais dire. Ce sera par rapport au vaudou que je vais vous raconter mon histoire, mais plus que par des fantômes ou des choses comme ça. Ouais, ok. Pour quelqu'un qui fait de l'urbex, du coup, t'as pas cette envie d'aller dans des lieux réputés pour être hantés ou des trucs comme ça, genre comme les ruines qu'il y a en Écosse qui sont réputées pour être... Si, j'ai envie d'y aller, mais pour le fun, pas pour avoir une des preuve, frissons et tout ça. Non, ouais, pas pour avoir des frissons. J'ai jamais ressenti quelque chose de désagréable dans un endroit que j'ai fait à l'abandon, où je me sentais mal à l'aise, comme s'il y avait une présence ou autre. Ouais. Mais si un jour ça m'arrive, je serai le premier à en parler par contre. Ok. Ouais. Je suis assez comme vous. Après, j'ai vécu un truc fort que j'ai pas compris, mais je pense qu'à l'époque j'étais plus ouvert à ça qu'aujourd'hui. Et on en reparlera après nos petites histoires de nos expériences par rapport à ça. Et sinon, oui, assez terre à terre, j'ai cherché tout de suite plutôt une solution logique et normale, enfin qui s'explique par les lois naturelles et physiques qu'on connaît, plus que par un truc sur lequel on n'a aucune info, aucune stat et voilà quoi. Donc ok. Donc là-dessus, on est 3 profils qui se regroupent plutôt pas mal. C'est dommage que Clément soit pas venu parce que lui, il aurait un avis un peu différent, je crois. Il aurait été En fait, quand tu commences à croire à ce genre de choses, tu es plus confronté aussi à ces phénomènes. Je pense, ouais. Mais oui. Mais ok. Du coup, pour
recadrer le paranormal pour tout le monde, même vous, petits auditeurs qui nous écoutez. C'est tout ce qui va être des phénomènes qui ne sont pas explicables par les sciences qu'on connaît, ou des choses, on va dire, terre à terre. Donc voilà. Globalement, les ovnis peuvent en faire partie, par exemple. Ça me fait penser à quelque chose que tu m'avais partagé il y a pas longtemps, des youtubeurs astronogeeks qui avaient fait pour prouver justement qu'il y avait une sorte de... C'était par rapport au crop circle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors du coup, c'est une super recommandation, parce que c'est une série de 3 vidéos sur la chaîne Astronogeek sur YouTube, et ce sont des youtubeurs qui sont assez connus pour parler de science et de choses comme ça. Je crois qu'il y avait Machin Mental, putain, je sais plus, mais c'est des... Ouais, il y avait Balade Mentale, et il y avait d'autres youtubeurs du même acabit comme ça. Et ils ont demandé à un agriculteur s'il pouvait faire un crop cycle dans son champ. Donc je crois qu'ils l'ont payé d'ailleurs pour pas que lui il ait des pertes sur sa production. Et du coup ils ont pris une nuit pour faire un crop circle hyper stylé et mine de rien visuellement assez complexe. Et dès le lendemain, il y a eu tout un tas de gens plus ou moins illuminés qui sont arrivés dessus. Et donc, il y a 3 vidéos pour vous présenter tout le projet. Et la première vidéo où ils préparent et ils font le crop. La deuxième où c'est plutôt par rapport aux médias qui sont venus sur place. Et le troisième où c'est vraiment sur les illuminés qui sont venus. Et certains de ces illuminés-là sont des gens qui ont organisé aussi l'événement qu'il y a eu à Limoges l'an dernier ou il y a 2 ans, sur le fait de préparer l'humanité à l'arrivée d'extraterrestres. Voilà, il y avait eu beaucoup de monde au Zénith de Limoges pour ça. Et donc voilà, donc si vous avez le temps d'un film à consacrer à ça, vous avez ces 3 épisodes qui sont juste excellents, et ils expliquent tous les phénomènes de pensée, de corrélation, de choses comme ça c'est intéressant. Et on se fout un peu de la gueule de certaines personnes, et c'est rigolo. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous avez préparé comme petite histoire, les enfants? Alors moi je comptais résumer l'histoire du manoir Winchester assez brièvement, parce que l'histoire est assez longue quand même. Moi globalement c'est la famille Winchester, la même que les carabines et celle qu'on connaît des westerns, les carabines à levier. C'est Sarah Winchester qui est la fille ou la petite fille du fondateur, qui voit sa famille mourir à petit feu, mais les uns après les autres, qui fait donc appel à un médium pour savoir ce qui se passe. Donc selon le médium, la famille serait maudite de toutes les âmes qu'auraient emporté les carabines. Et le médium lui dit que la seule solution c'est de construire une maison, et que tant que la maison serait en construction, il lui arriverait rien. Donc elle fait construire un immense manoir qui n'a de cesse de s'agrandir. Donc il finit par ne plus avoir de sens. Enfin, il y a des portes qui donnent sur rien du tout, il y a des salles de bain qui n'ont pas d'entrée, il y a des chambres à des endroits où il ne devrait pas y avoir de chambres. Et alors on dit que pour l'époque la maison était étonnamment moderne, chauffage central, des douches d'eau chaude, et donc ce manoir existe encore à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça se visite, je sais pas, je ne suis pas renseigné pour le coup. Il me semble qu'il y a des visites qui sont organisées, mais voilà. Ça coûte très cher, et ils profitent évidemment de l'engouement que les gens peuvent avoir pour ce type de sujet. Ouais, elle est trop bien cette histoire. J'ai vu une vidéo du Grand JD qui était allé justement pour enquêter là-bas. C'est chouette. Tu veux faire ton histoire? Apparemment, il y a... c'est ma copine qui m'a dit ça hier quand on parlait de ça. Il y a une revue scientifique ou je sais pas quoi qui a sorti une enquête sur les Winchester. Et comme quoi finalement ils auraient tout inventé pièce par pièce de ça. Alors je sais pas pour quelle raison et comment ils l'auraient gagné. Faudrait tomber sur ce truc-là. J'ai pas eu le temps de chercher depuis hier. Mais voilà. Donc il y a eu une enquête qui est sortie récemment sur les Winchester. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui peut vendre un peu du rêve et du mystère. Ouais. Mais c'est tellement incroyable quand on voit le manoir, la gueule qu'il a niveau architecture, c'est dingue. Et c'est... Puis il y a plein d'histoires de fantômes, de dames qui auraient traversé certains couloirs, que des gens auraient vus en dormant sur place, etc. Voilà.
Ok. Bah, à se renseigner, trop bien. Mm. Ok, alors, moi l'histoire que je vais vous raconter... Coucou, à partir de maintenant, on va parler de trucs pas très joyeux, un peu gore. Donc, quand vous entendrez ce petit bruit, et ben, c'est qu'il y a un truc pas chouette après. Voilà, tout de suite. Ça se passe en 2010, donc dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin en l'occurrence. Donc c'est un pays que je connais plutôt bien parce que j'y suis né. Et en fait, il est connu pour plusieurs choses. D'abord par son triste passé colonial, l'ancien Dahomey, où sont partis plus de 6 millions d'esclaves. Et surtout parce que c'est le berceau du vaudou, en fait. Donc c'est une religion animiste. Donc animiste, ça prend en compte que chaque objet ou matière ou élément possède une âme. Voilà. Ok. Et donc, alors, mon histoire. Elle a été racontée par un bokono. Donc un bokono, c'est un prêtre fa. Le fa, en fait, c'est un art divinatoire où on peut lire l'avenir ou répondre à des questions qu'on a grâce à des coquillages qu'on lance. Et en fait, en fonction de leur emplacement, ça a des réponses et ça a des signes favorables ou non favorables à la question demandée. Et donc, ce prêtre s'appelle Wenyan. Et il m'annonce un jour que son frère est gravement souffrant. Mais il n'a pas l'air de trop s'en soucier. Il me raconte donc l'histoire de son frère. Quelques mois avant, une tombe a été pillée. Ce ne sont pas des richesses que les voleurs recherchent, mais autre chose. La croyance vaudou donne des pouvoirs étonnants à de nombreuses choses, dont certaines parties animales ou même humaines. On a tendance à imaginer le vaudou avec des poupées remplies de pointes ou avec des cheveux, mais les fétiches existent réellement, pour de la magie blanche, mais aussi pour de la magie noire. Sur ces tombes, on remarque que les corps sont dépossédés de leur tête. Les yeux sont très prisés sur le marché noir des féticheurs. Leur pouvoir se manifeste seulement d'une seule façon, et pour un but très particulier. En fait, ils vous donnent le pouvoir, la possibilité de vous rendre invisible si vous les mettez dans votre bouche, sous votre langue. Et ils s'en servent souvent pour traverser les frontières. Souvent, les pilleurs de tombes tombent malades très soudainement, comme le frère de Wenyan, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Après ça, je comprends mieux la situation, et malgré ses pouvoirs de guérisseur, il refusa de soigner son frère de ce maléfice purificateur. À l'heure où je vous raconte cette histoire, Wenyan est décédé, et sa famille a payé un gardien pour surveiller sa tombe en attendant que le ciment prenne. Ok. C'est glaçant. C'est glaçant. C'est quoi ce truc avec les yeux? Ouais. Il y a plein de choses comme ça au Bénin, ou des parties humaines ou autres. Moi, je sais, depuis tout petit, j'ai un stylo dans lequel Wenyan m'avait mis de la poudre d'os calcinée de perdrix avec un petit mot écrit. Et ce stylo me permettait de faire aucune faute d'orthographe si je l'utilisais. Et ça a marché? Non. Merde. Ok. Voilà. Et alors, du coup, vu que tu as été au Bénin et tout ça, tu as été plus ou moins proche de certaines personnes qui font du vaudou. Et comment ça se passe? C'est quoi le principe? C'est quoi Alors, il y a plusieurs vaudous qui existent. Donc, il y a le vaudou des éclairs, de l'orage, qui s'appelle Rebioso. Il y a le vaudou de la terre, qui s'appelle Sakpata. T'en as 4 ou 5 comme ça. Et en fait, chaque bokono doit faire des sacrifices assez régulièrement pour ces vaudous-là, pour entretenir leur confiance, en fait, pour qu'ils les protègent pour plein de choses. Okay. Donc, pour Sakpata, par exemple, qui est la terre, ça protège les récoltes, aussi pour la fécondité. Et l'Egba, c'est un vaudou qui est très intéressant et très important. C'est celui qui protège les propriétés. Et donc, chaque maison, chaque famille possède un vaudou l'Egba qui se positionne à l'entrée. Et donc, celui-ci, par contre, il faut vraiment le remercier souvent. Donc, avec de l'huile de palme, avec du sang de volaille ou autre, en fonction de ce que le fa réclame. Des fois, il peut réclamer de l'alcool. Ok. Voilà. D'accord. Et l'Egba, en fait, on l'entend le soir. Il fait un bruit particulier. Il fait clop, 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 parce qu'il a qu'une seule jambe. Ça, c'est ce que Wenyan m'a raconté. Okay. Mais la représentation de l'Egba, c'est vraiment un personnage avec un sexe énorme
Ok. Et donc moi je pense que le bruit c'est surtout ça qu'on entend. Mais ça il a pas voulu me le raconter je pense. Et ouais, mais je connais plein d'histoires sur le vaudou à l'occasion, je pourrais en glisser quelques-unes si vous voulez. Ok, bah grave. Ça marche. Alors moi, c'est un conte que vous connaissez peut-être parce que vous l'avez peut-être déjà vu à l'école ou quoi. Et je le fais et après on en reparle. Il était une fois un homme très riche qui possédait de magnifiques maisons, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles somptueux et des carrosses dorées. Mais cet homme avait la barbe bleue, ce qui le rendait si laid et si effrayant que toutes les femmes en avaient peur. Il avait épousé plusieurs femmes, mais personne ne savait ce qu'elles étaient devenues. Un jour, il demanda en mariage l'une des 2 filles d'une voisine, et leur laissa le choix. C'est la cadette, malgré sa barbe, qui accepta, séduite par sa fortune. Peu après les noces, Barbe-Bleue annonça à sa jeune épouse qu'il devait partir pour un long voyage. Il lui donna alors les clés de toutes les pièces du château, et lui dit qu'elle pouvait aller partout, sauf dans la pièce du sous-sol. Et que si elle l'ouvrait, il se mettrait dans une terrible colère. Sitôt partie, la jeune femme explore le château avec curiosité. Elle ouvre toutes les pièces, admire les trésors, mais la tentation est trop forte. Tremblante, elle ouvre la porte interdite. À l'intérieur, le sol est couvert de sang. Les murs sont tapissés des cadavres pendus, des anciennes épouses de Barbe-Bleue. Horrifiée, elle referme la porte, mais la clé tombe dans le sang. Elle essaie de la nettoyer, mais rien n'y fait. La tache reste. Quand Barbe-Bleue revient, il remarque la clé et comprend tout. Elle supplie, pleure, demande un court répit, et Barbe-Bleue lui accorde 15 minutes pour prier. Elle en profite alors pour appeler ses frères à l'aide. Les 15 minutes écoulées, alors qu'il lève son épée, les frères de la jeune femme surgissent et il s'ensuit un terrible combat. Malgré tout, les frères réussissent à tuer Barbe-Bleue. Elle hérite donc de toute sa fortune. Elle marie sa sœur à un gentilhomme, fait entrer ses frères dans l'armée et elle-même se remarie plus tard avec un homme qui la traite bien. Voilà le conte de Barbe-Bleue de Charles Perrault, qui a été très diminué, mais voilà. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ou pas du tout ? Ouais, mais très Ouais. bien raconté là. Merci. Oui, alors j'avais entendu la version. Je pense qu'il y a une version plus adaptée pour les enfants. Oui. Parce que je sais pas si j'en avais parlé dans le premier podcast que j'avais fait. Ma grand-mère est conteuse, donc ça fait partie des histoires qu'elle raconte, Ok, excellent. qu'elle connaît par cœur. Voilà. Et moi j'avais dû entendre la version sans le sang et les cadavres pendus. D'accord. Parce que du coup, dans la version originale, normalement, quand elle ouvre les pièces de la maison et tout ça, elle est avec tout un groupe d'amis à qui elle montre le château, etc. Et il y a un peu plus de détails sur le combat. Il y a les frères qui empalent d'une certaine manière Barbe-Bleue, etc. Mais voilà, j'ai raccourci le truc. Et du coup, Barbe-Bleue est en fait issue d'une personne qui a bien existé, c'est Gilles de Rais. Et plutôt que des femmes, lui, c'est des enfants qu'il a maltraités. Et alors, pour resituer, Gilles de Rais, c'était à peu près au XVe siècle. C'était le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Donc c'était celui qui l'a suivi dans quasiment toutes ses batailles. Il a apporté une grosse aide militaire, mais aussi financière au combat de Jeanne d'Arc. Il en a mis sa fortune. Il était tellement convaincu que Jeanne d'Arc était la clé qu'il est devenu très pauvre après la mort de Jeanne d'Arc. Et du coup, pour retrouver sa richesse d'antan et sa grandeur, il s'est mis à l'occultisme. Il a commencé à aller voir des alchimistes, etc. pour toutes les histoires d'alchimistes, donc certainement l'or en plomb, enfin le plomb en or, etc. Et il s'est mis à faire des rituels, surtout, et des enfants ont commencé à disparaître dans les environs de Tifauge, qui était donc un endroit où je suis né pas très loin de Tifauge et de son château, que j'ai visité plusieurs fois avec l'école, etc. Et donc du coup, comme c'était un peu bizarre et qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui disparaissaient, l'église a mené une enquête. Ils ont découvert 140 corps mutilés, décapités, etc. etc. Parce qu'ils voulaient expérimenter avec le sang de jeunes enfants purs. Voilà, il y a eu tout un tas d'histoires. Ils leur faisaient boire du poison pour voir l'âme quitter le corps, etc. Donc il a été arrêté, jugé et exécuté, parce qu'on ne faisait pas dans la dentelle à l'époque. Et
Et du coup, il paraît, alors ça je l'avais jamais entendu quand je vivais en Vendée, mais que au château, on pouvait entendre les cris d'enfants les soirs d'automne. Voilà. Mais du coup, voilà, ce personnage était bien réel et il a bien fait tout ça. Est-ce qu'il avait vraiment la barbe bleue? Non, je sais pas pourquoi la barbe bleue. Je crois que Charles Perrault avait lié la barbe au côté, déjà pour le côté laideur et tout ça. Ouais. Parce que la barbe, c'était pas très bien vu dans la noblesse à l'époque. Et aussi parce que le bleu, c'est les barbares, la peur, la mort. Enfin, c'est des choses très négatives qui sont liées à cette couleur-là. Et du coup, voilà. Dans le contexte de Charles Perrault, ça peut s'expliquer. Aujourd'hui, c'est un peu plus... voilà. Et Charles Perrault, il a fait d'autres histoires tirées de faits réels? Alors, de faits réels, je n'en sais rien du tout, mais il a fait des contes hyper connus. C'est lui qui est à l'origine de je ne sais plus quoi et je ne sais plus quoi, mais que j'ai vu hier soir en faisant mes petites recherches et que j'ai oublié. Mais, mais je crois que le petit chapeau rouge, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est ça. Hansel et Gretel, tout ça. Mais c'est toujours des trucs bien. Le petit poussé aussi, la vraie histoire, elle est. C'était un super auteur de thriller pour enfants. Ouais. Mais c'était pas pour enfants de base, je pense pas. Non. Enfin, je sais pas. Non, mais ouais. Enfin, voilà. Du coup, alors, peut-être que certains ne trouveront pas le côté paranormal du truc. Bon, il y a l'occultisme de Gilles de Rais, mais dans l'histoire de Barbe Bleue, moi, c'est la clé que j'aime bien. Le fait que la clé, dans certaines versions, la jeune femme essuie la clé d'un côté et les taches de sang apparaissent de l'autre côté. Et du coup, elle n'arrive pas à s'en débarrasser des taches de sang de ce truc-là. Ok. Mais donc, elle a beau faire ce qu'elle veut avec cette putain de clé, jamais le sang disparaît dessus. Et c'est le truc un peu paranormal de cette histoire-là. D'accord. Et lié à l'histoire de Gilles de Rais, je trouvais que ça tombait sur pas mal dans le sujet, quoi. Ok. Mais, ok. Bah, c'est trop bien. Moi, j'adore les histoires comme ça. Je vous emmènerai à Tifo, je ne sais quel. Ah bah, avec plaisir. Du coup, est-ce que vous avez vécu des trucs paranormaux ou pas du tout? Ou est-ce que vous avez des gens vous ont raconté des choses que eux ont vécues? Voilà. Quel rapport vous avez eu avec le paranormal jusqu'à maintenant Moi, j'ai jamais vécu de phénomènes paranormaux. On m'en a raconté. On m'a raconté des séances de Ouija qui sont très très mal passées. Ok. C'est des séances où on appelle des esprits avec un alphabet sur la table, c'est ça? Ouais, la planche de bois avec l'espèce de truc qui voyage dessus. Ouais, avec une goutte. C'est une sorte de curseur en forme de goutte. Et puis t'as un trou au milieu qui correspond à des lettres. Et... Très très moderne pour un truc pour les anciens. Ouais. Il y a souvent des esprits qui reviennent. Et du coup, quand on m'a raconté cette histoire-là, à ce qui paraît, c'était pas du tout renseigné à l'avance sur le genre d'esprit qui pouvait sortir, mais il m'avait donné le nom d'un esprit qui ressort systématiquement. Et du coup, quand tu tapes sur internet, effectivement, tu le trouves. Ouais. D'accord. T'as le nom ou... Ouais, il s'appelle XOXO. Je le prononce pas pour les gens qui sont peut-être. Ça veut dire bisou en espagnol. C'est dommage. Je crois que c'est ça. Ça va être Xozo ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà, non, rien d'autre. Et non, pardon, XOXO, c'est pour l'anglais à la fin des mails ou des SMS. Ça veut dire qu'elle a un bisou, amour, tout ça. Et pour toi, Mathéo, du coup? Oui, bah moi, comme je l'avais dit, je suis... peut-être qu'il m'est arrivé des choses, mais je rationalise directement. J'ai pas tendance à surinterpréter les potentiels signes de paranormal. Ah, Léo a quelque chose? En fait, si, j'en ai un qui est lié à mon histoire. Mais oui, un truc qui vient de me popper dans la tête. Tu as vécu? D'un coup, que j'ai vécu. Ok. C'était en Afrique. Et en fait, c'était une cérémonie vaudou. Et avant de rentrer, il y avait mon père, un ami et moi qui avons chacun un appareil photo. Et quand on est rentré, un argentique, c'était chacun des argentiques. Okay. Quand on est rentré dans cette cérémonie-là, le prêtre nous a dit il n'y aura que votre fils qui pourra prendre des photos. Et donc tout le monde a fait ses photos, toutes les pellicules et tout. Arrivé en France, on les développe nous-mêmes avec mon père parce qu'on a une chambre noire. Et étonnamment, la pellicule de mon père est absolument vierge. Il n'y a aucun cliché qui a été pris. Notre ami nous a dit plus tard que la même chose. Tout était taché, il n'y a eu aucune photo de prise. La seule pellicule qui était intacte, c'était la mienne. Voilà. Ok. Ouais, génial cette histoire. Ok. Putain, et il n'y a aucune explication sur... Non, aucune. Après, peut-être que mon père avait mal enclenché sa pellicule. Peut-être qu'il y a eu une prise de lumière qui s'est fait quand il a mis la pellicule. Enfin, il y a plein de
Ok, trucs parce possibles. qu'une pellicule d'argentique peut devenir blanche Ah oui, juste quand tu la mets dans le Exactement, boîtier. c'est ça, ouais. Si D'accord. ça prend une goutte de lumière à un moment donné, que ce soit dans le développement ou que ce soit carrément à la mise dans le boîtier, Ok, ouais, tout peut cramer d'un coup. d'accord. Et la prochaine fois, elles sont tirées. Je vous ramènerai, si vous voulez, une des images que j'ai tirées de cette cérémonie qui était vraiment très, très, très glauque, très, très spéciale. Tu peux en toucher 2 mots ou... Oui, bah, c'était dans un cabanon très, très étroit avec des fétiches de tous les côtés et du sang partout, des plumes aussi Ok. tachées. Du sang de quoi, tu sais Du ou- sang de poulet, de chèvre. D'accord, excellent. Et ouais, quand tu arrives dans la cour, tu vois des animaux qui sont tous attachés et tu sais très bien que quelques temps après, eh ben, ils vont Ah finir. oui. Ouais. Et c'était combien d'animaux Pour une cérémonie comme ça, je sais pas, mais ça va être des dizaines de poules, 5 chèvres. Putain. Ah, ils y vont. Ok, d'accord. Ouais. Mais des fois, c'est pour l'intronisation aussi de certaines personnes à un rang plus élevé dans le. Dans les hiérarchies d'un village ou Voilà, un c'est truc. ça, exactement. Le Da, par exemple, c'est le chef du village. Et pour chaque intronisation de nouveau Da, là, c'est même, je pense, des bœufs, des zébus qui sont sacrifiés. Déjà, c'est pour nourrir ensuite tous les invités. Mais. Sacrifier un zébu. Bah, c'est plus compliqué à maîtriser quand même qu'une chèvre. Hein. Ah bon? C'est très très calme. D'accord. Apparemment, c'est facile de sacrifier un zébu. D'accord. D'accord. Bah, écoute, on saura pour Non, notre bah, prochain si jamais rituel on vaudou. doit s'introduire. D'accord. Ok. Bah, si jamais tu m'emmènes là-bas, jamais je vois un truc comme ça. Hein, c'est pas. J'aurais du mal aussi, Ouais, je c'est pense. compliqué. Hein. Après, on n'a pas la même culture et tout ça, donc ça s'explique aussi comme ça. Mais ouais, c'est chaud de tomber sur un truc comme ça. Alors, vous saviez à quoi vous attendre quand vous y êtes allé ou vraiment vous avez découvert ça Ah, tu t'attends forcément à des sacrifices quand tu vas Oui, dans une. mais autant Autant, non, surtout que moi je devais avoir 12 ans, hein, donc ça fait Ok. bizarre hein, d'entendre les animaux hurler. Ah la vache. T'es sur une le chaise trauma. et t'attends que ça passe. Ouais, ça m'a traumatisé clairement parce que les nouvelles cérémonies, maintenant que je suis assez grand pour savoir ce que c'est, je n'y vais plus et ça me fait pas du bien de voir ça, quoi. Ok. Ouais. Anaëlle, qu'on a entendu dans l'émission sur les voyages, Ouais. elle a voulu assister à une des cérémonies l'avant-dernière fois qu'on allait au Bénin. Et elle a vraiment assisté à 2 canards sacrifiés. Mais la façon dont ils font, c'est terrible, quoi. Je sais pas si vous voulez des détails. Ça- non, mais, après je mettrai un disclaimer au début de l'épisode, je pense, Voilà. pour prévenir que c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas soft. Ils font ça avec des couteaux qui sont pas du tout affûtés. Oh là, ouais, ok. Voilà. Pourquoi Bref. Merde, ok, d'accord. Ah, je suis mal à Vous l'aise. voulez notre émission un peu glauque et un peu gore, hein? On l'a eu. Mais tu sais, je pensais en faire une pour Halloween en parlant vraiment occultisme et des trucs un peu chelous, horreur, en mode peut-être un peu de sataniste et de tout ça. Mais enfin, oui, on fera ça pour Halloween. Si ça vous intéresse, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Dark Tourist. Et en fait, c'est un mec qui va dans plein de pays différents pour faire du tourisme macabre. Ok. Et il va au Bénin sur le marché de féticheurs, là où je vais tout le temps. Et il participe à un rite, justement. Ok. Voilà. Donc Dark. Ouais, Dark Tourist. Dark Tourist. Ok, sur Netflix. Oui. Ok. Ok. Bon, bah, si vous voulez aller voir, allez-y. Moi, je vous accompagnerai pas. Tu voulais dire quelque chose, Mathéo Tout à l'heure, tu voulais rebondir Ok. Ouais, y a un truc que j'ai vécu, c'était au lycée. Et entre 2 cours, il y avait une amie qui était médium, alors ça se savait plus ou moins, voilà. Bon, on y croyait pas, c'est pas grave, le fait est que c'était une bonne amie et c'était chouette de passer du temps avec elle, ça, il n'y avait pas d'a priori sur tout ça. Et un jour où moi j'avais fini mes cours l'après-midi et je devais attendre mon bus, je l'ai vue pas bien, mais genre pas bien du tout. Donc elle est devenue livide. Alors normalement elle est métisse, mais du coup là elle était vraiment devenue blanchâtre de ouf et tremblante et tout, à pas pouvoir se tenir debout, enfin trop bizarre. Et une autre fille qui était avec nous à ce moment-là l'a prise par la main, l'a emmenée dans un coin machin, je sais pas pourquoi je les ai suivis, et elle lui a sorti un carnet et elle lui a mis un stylo dans la main
Et elle a commencé à dessiner des formes sur le carnet avec les yeux limite révulsés et tout ça. C'était vraiment trop bizarre. Ah ben moi j'étais là, j'étais là, je lui tenais la main même, enfin voilà, l'autre main du coup. Et puis voilà, t'as ça qui se passe et ça se passe. Et puis à un moment ça va mieux, elle s'arrête, elle regarde le dessin, elle fait bon super, j'ai rien appris et elle retourne à sa vie normale. Elle était en mode c'est quoi ça? Et c'est voilà, c'est juste enfin de ce qu'on m'a raconté après, c'est un esprit qui aurait pris sa main pour parce qu'un médium du coup c'est quelqu'un qui rentre qui est une porte aux esprits pour communiquer avec notre monde. Et du coup apparemment un esprit lui a pris la main pour gribouiller des trucs sur son carnet, mais sans qu'il y ait d'interprétation possible à ce moment-là. Enfin voilà. Mais du coup tu vis ça, t'es en mode d'accord. J'ai juste une copine qui va pas super là, mais une fois que c'était fini, c'était ok. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un souvenir du dessin final sur le carnet? Est-ce que ça ressemblait à quelque chose ou est-ce que c'était Non, juste c'était vraiment très hasardeux gribouillage hasardeux. Il y avait pas de forme. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu de forme concrète de quoi que ce soit, quoi. Peut-être qu'on aurait pu y voir un dragon ou de la brume. De la brume, ça marcherait très bien. C'était tellement gribouillé. Elle était consciente ou pas? Est-ce qu'après, elle t'a dit j'ai eu un trou, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé? Alors attends, elle m'a dit... si je me souviens bien, elle me disait qu'elle a des sensations de froid. Genre comme si... tu vois quand tu touches un serpent? Ouais. C'est la même sensation, mais à l'intérieur d'elle. T'as cette espèce de côté un peu légèrement rugueux, mais en même temps doux et pas spécialement très chaud, tu vois. C'est compliqué à faire comprendre, mais... il y avait ce côté-là, et elle dit c'est une sensation qui me vient de l'intérieur, qui me fait cet effet-là à l'intérieur de moi, et puis après voilà, je commence à plus pouvoir maîtriser les tremblements et autres. Et c'était la première fois que ça lui arrivait? Non, pas du tout. C'était ça lui arrivait plus ou moins régulièrement à une certaine époque, mais c'était un peu avant le lycée. Et puis là, ça lui arrivait de temps en temps, mais quand ça lui arrivait, c'était n'importe quand et elle maîtrisait pas. D'accord. Et ça lui arrivait 2 fois au lycée, je crois, et où vraiment c'était des choses violentes, apparemment comme s'il y avait une urgence à ce que les esprits la contactent et tout ça. Donc donc elle croit aux esprits, elle. Ah oui, elle était ok avec ça, quoi. Elle avait son rôle de médium, il y avait pas de problème, tu vois. Et puis je crois qu'elle était aussi dans une famille qui était plutôt ésotérique et là-dedans. Depuis plus ou moins toujours, donc voilà. Ok. Génial. Vas-y Mathéo. Alors en fait, le seul truc un tant soit peu paranormal que j'ai vécu, auquel même j'ai participé, j'étais en période d'essai pour une entreprise qui faisait de l'assainissement. Donc on était sur un chantier. J'apprends à connaître un peu tout le monde et on se met en place pour commencer à bosser, creuser les tranchées pour faire passer les tuyaux d'assainissement et compagnie. Et en fait on me dit attends, c'est Laurent qui va passer avec sa baguette pour nous dire où sont les conduites de gaz pour savoir où faut creuser. En fait moi qui suis terre à terre, je me dis ouais mais si c'est fiable son truc, écoute, ça fait 5 ans qu'il est là, il s'est jamais trompé, on n'a jamais coupé un tuyau de gaz ou un tuyau d'eau, et donc il passe avec une espèce de coude, un fer à béton coudé quoi, qui tient très légèrement dans la main, et en fait c'est quand il l'avance sur un tuyau de gaz, ça dévie dans le sens de le sens de la conduite quoi, ou d'eau ou de gaz. Et il m'a fait essayer, et effectivement, pourtant j'y crois pas du tout, hein, donc il n'y a pas de biais cognitifs qui font que j'influence la baguette. Et pourtant, effectivement, en passant sur la conduite, le morceau de ferraille bouge, quoi. Ok. Alors, j'imagine qu'il y a une histoire de champ magnétique, vu qu'on maintient très légèrement le métal. Peut-être que c'est ça qui le fait comme une boussole un peu. Ouais. Mais bon, de là à faire bouger un fer à béton, même si c'est 15 cm de fer à béton, ça fait un certain poids, quoi. Je sais pas, j'ai jamais trouvé d'explication rationnelle à ça. Toujours est-il que je l'ai vérifié de la main de quelqu'un qui n'y croit pas, donc...
Ouais, en plus, d'accord. Mais oui, c'est assez. Enfin, il y a un sourcier, enfin, quelqu'un qui était venu pour faire des travaux chez mes parents, et j'étais là à ce moment-là. Et il avait des baguettes de sourcier dans son camion, et il nous a montré. Mais c'est. Et puis mon père avait essayé d'ailleurs, à les tenir comme ça. Mais ouais, enfin, c'est surprenant. Puis tous ces trucs-là, enfin, les gens avec des aptitudes, genre les magnétiseurs, ceux qui arrêtent le feu, etc., qu'on n'y croit pas, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Et c'est quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas s'il y a des recherches scientifiques correctes qui ont été faites dessus. J'en sais rien du tout, mais ça reste quand même quelque chose de complètement quasi hallucinant, quoi. Alors pour le coup, les coupeurs de feu, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Pour les brûlures ou pour les blessures, pour le coup, j'en ai fait l'expérience de quelqu'un qui essaie de me couper le feu sur une brûlure. J'y crois pas, je pense que je suis pas réceptif à l'hypnose. Ça doit avoir un rapport avec l'hypnose d'une quelconque manière. Une espèce d'anesthésie un peu douce par hypnose, parce que n'étant pas réceptif, ça n'a pas fonctionné sur moi, quoi. Ok. Ouais, tous ceux qui utilisent aussi les pendules, là, moi j'ai un peu de mal à y croire. Une fois, j'étais sur une fête médiévale et puis sur le stand que mon père a pour vendre des épées, il y a quelqu'un qui vient avec un pendule et qui voulait acheter une épée avec son pendule. Et il était au-dessus, comme ça, à choisir l'épée qu'il allait acheter. Moi, j'avais envie de souffler dessus pour que ça aille sur l'épée la plus chère. Et le même mec, il me dit « Ah, celle-ci, elle m'appelle et tout, ça vibre. Quand je mets ma main au-dessus, ça vibre et tout. » Et j'ai rien dit, mais j'avais un transfo en fait sur mon stand qui passait du 220 volts à 12 volts. Et en fait, oui, ça tremblait. Et je lui ai dit, mais oui, je pense que cette épée te correspond. Ouais, c'est le genre de réaction que vous pourriez avoir en regardant les vidéos d'Astrono Geek et des gens qui passent sur un grand circuit au pendule, les pieds nus. Voilà. Astrono Geek, il est assez terre à terre, je crois. Il est assez terre à terre, ouais. Après, je pense qu'il est pas non plus ultra fermé à tout ça, et que si jamais on lui prouve par A plus B qu'il n'y a aucune corrélation physique ou matérielle à ce qui se passe, peut-être qu'il aurait moyen de. Bon, après, je pense qu'il restera quand même beaucoup critique, et que c'est quelque chose qui. Enfin voilà, il va quand même garder l'esprit critique, ouais, par rapport à ça. Parce que je pense que c'est quand même quelqu'un de très scientifique, donc. Ouais. Mais putain, excellent. Si jamais on fait un truc avec du métal à vendre, tu ramèneras ton temps souvent. On fera peut-être des belles ventes. Ok, putain, excellent. T'en as d'autres, des trucs comme ça ou... Là, comme ça, non, mais oui. Mais mon père a des clients, des spécimens. Hein. Ouais. Ah ouais? Ouais, carrément. Bah en fait, c'est un milieu, le médiéviste, où il côtoie beaucoup de francs-maçons, beaucoup de templiers. Mais genre avéré, Bah, en fait, un franc-maçon n'a pas le droit de dire si un tel ou un tel est franc-maçon, mais il a le droit de dire que toi d'accord, tu l'es. ok. Donc oui, il y a des gens qui... Puis de toute façon, dans les certaines épées qu'il a en commande, c'est avec des signes spécifiques, des épées d'adoubement de franc-maçonnerie. J'y connais pas grand-chose, mais... ouais. Ok. Donc ça, c'est pas côté occulte, la franc-maçonnerie, mais c'est un biais un petit peu... Je sais pas, non, ils ont pas de trucs très paranormaux ou quoi, les francs-maçons. C'était plus pas vraiment une secte, mais on va dire un club ultra select de gens normalement issus de la noblesse, ou en tout cas de l'artisanat et d'autres choses comme ça qui sont très réputés pour leur domaine ou quoi, et qui en faisaient partie, mais ok. Et ben, on va s'arrêter là. Et puis, j'espère que cet épisode vous a plu, même s'il n'était pas forcément ultra maîtrisé ou qu'on avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais c'était sans compter sur la non-présence de Clément en dernière minute. Donc voilà. Écoutez, on vous fait des bisous. On est toujours dispo sur les plateformes que j'ai données au début de l'épisode. J'ai la flemme de les répéter, je suis désolé. Bon, globalement, on est comme la misère, on est partout. Hein. Oui, voilà. Hein. Et puis voilà, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci pour ces histoires. On parlera certainement de jeux de société. Avec plaisir. Alors peut-être pas dès la prochaine, mais dans les prochains épisodes, c'est sûr. Et puis voilà.
Carrément. Bon, bah à bientôt. Eh bah, à bientôt. Allez, des bisous. Salut.